Mon nom est Philippe Catoire, je suis conseiller en orientation, je fais partie de l'équipe du Centre d'information et d'orientation. Alors je vais vous parler rapidement de quelques petites choses. D'abord, vous parler du système d'accumulation de crédit dans lequel vous allez rentrer, qui est très différent du système dans l'enseignement secondaire. Dire un mot aussi de l'organisation de l'année académique. Le calendrier académique qui est bien connu sans doute par certains d'entre vous et complètement inconnu pour d'autres, et à qui s'adresser pour faire le point et obtenir de l'aide, puisque vous avez la chance aujourd'hui de pouvoir rencontrer des représentants de différents services à votre disposition. Alors, je ne pourrais pas passer ces capsules qui sont sur YouTube, qui ont été réalisées par l'UNAMUR, mais vous pouvez les visionner, il y en a 7. Elles expliquent vraiment en détail le système d'accumulation de crédit dans lequel vous allez rentrer. La forme est une forme humoristique, mais le contenu, lui, il est tout à fait sérieux. Et ça permet de comprendre les méandres du décret paysage et de voir un peu comment tout ça fonctionne. Si vous avez une minute, je vais vous expliquer la notion de crédit que vous rencontrerez constamment pendant vos études. Imaginons que vous souhaitiez vous inscrire à un bachelier en chevalerie. En lisant le programme, vous constaterez qu'à chaque cours, on parle désormais d'unité d'enseignement ou UE, est associé un nombre de crédits. Tel UE vaut 3 crédits, tel autre 5, etc. Ces crédits correspondent à la charge de travail d'une unité d'enseignement. Une UE à 3 crédits demandera théoriquement moins d'investissement en temps et en énergie qu'une UE à 5 crédits. Quand un étudiant satisfait à une évaluation, on dit qu'il acquiert les X crédits de l'unité d'enseignement en question. Toutes les universités européennes ont adopté ce système de quantification des cours, baptisé ECTS. C'est un peu la monnaie unique des études. Quand un étudiant effectue un Erasmus ou poursuit ses études dans un autre pays, l'université qui l'accueille peut se baser pour établir avec lui son programme sur cette référence commune qu'est le CTS. Pour obtenir le grade académique de bachelier, un étudiant devra valider les 180 crédits du cycle complet. Et en combien de temps et dans quelles conditions? C'est une autre histoire. Je vais récapituler ce qui est dit ici. Donc la notion de crédit est une notion un peu complexe parce qu'elle désigne à la fois le travail de l'étudiant et le résultat du travail de l'étudiant. Donc quand on réussit un cours et on le réussit à 10 sur 20, ou plutôt quand on réussit une unité d'enseignement, on parle d'unité d'enseignement, on obtient les crédits associés à cette unité d'enseignement. Mais le crédit, c'est aussi la charge de travail pour l'étudiant. Donc, c'était représenté ici, plus un cours demande de travail, parce qu'il y a le cours, des TP, des lectures à faire en plus, et plus vous allez devoir fournir donc de travail, et plus il y aura de crédits associés au cours. Donc j'ai fait ici une simulation avec un cours de 5 crédits. Alors si vous m'avez suivi, donc on voit ici qu'un crédit égale 30 heures de travail étudiant, c'est une moyenne évidemment. Moyenne c'est un exercice un peu théorique, mais on peut se dire donc qu'un cours de 5 crédits égale 5 fois 30 heures de travail étudiant, c'est-à-dire 150 heures de travail. Alors, ce n'est pas 150 heures de cours, évidemment, ce serait énorme. Il s'agit généralement, un cours, c'est généralement 30 ou 45 heures, auxquelles on ajoute le travail personnel. En théorie, ici, ça serait 120 heures, mais il est évident que cette charge va varier d'un étudiant à l'autre. Pour tel étudiant qui a des difficultés, ce sera peut-être plus que 120 heures. Pour tel autre, pour qui la matière est simple, ce sera un volume moins important. Donc voilà pour la notion de crédit. C'est à la fois la charge de travail pour l'étudiant et c'est aussi le résultat de ce qu'on obtient quand on a réussi l'examen à 10 sur 20. Alors, ce que la vidéo ici montrait, c'est donc que vous rentrez dans un système d'accumulation de crédit. On ne raisonne plus en années, mais en cycle. Donc vous rentrez dans un cycle qui est le cycle de bachelier. Et l'idée, c'est de décrocher les 180 crédits, puisqu'une année égale 60 crédits,
l'idée est de décrocher les 180 crédits de ce cycle. Donc le jury ne va définitivement se réunir pour dire c'est OK qu'au bout des 3 ans, en fait. Alors il va se réunir entre-temps pour dire, voilà, monsieur ou mademoiselle Untel a réussi autant de crédits ce quadrimestre, cette année, mais la décision d'une réussite ne sera véritablement prise qu'au bout du cycle. Donc on raisonne en cycle et non plus en année. Alors, il y a un bruit qui court selon lequel, en première année, donc l'année peut être réussie avec seulement, entre guillemets, 45 crédits, ou 46, ou 50. Bon, c'est évidemment une légende dans la mesure où une année nécessite la réussite des 60 crédits. On va voir ici, même si vous n'avez pas le son, je pense que c'est pas mal de le visionner parce que c'est assez explicite, les scénarios de ce qui se passe en premier bloc, en première année. Alors soit on réussit, c'est le scénario qui est ici, les 60 crédits, on les obtient tous, et donc on a accès, ce qui est logique, au bloc 2. Ça c'est programme tout à fait normal. Ou alors on réussit moins de 30 crédits, ici 29. À ce moment-là, on doit recommencer le bloc 1 et on n'a pas accès au cours du bloc 2. Alors, ici, c'est le scénario où vous avez entre 30 et 45 crédits. Donc, vous recommencez la première année, mais vous pouvez anticiper, il est possible d'anticiper des cours du bloc 2, mais il faut que le jury soit d'accord, ce n'est pas automatique. Et puis, il y a le dernier scénario, vous obtenez entre 45 et 60 crédits, ici 51. Là, à ce moment-là, on vous laisse passer dans l'année suivante, dans le bloc suivant, mais contrairement au secondaire, où on dit « OK, il n'a pas trop bien réussi néerlandais en 4e, mais en 5e, on le laisse passer en 5e, mais on ne lui demande pas de repasser le cours de néerlandais de 4e ». Ici, dans l'enseignement supérieur, on va vous demander, bien sûr, de suivre l'année suivante les cours qui auront été échoués, les crédits non obtenus en bac 11. Et donc, c'est important de dire et de redire que l'objectif, dans votre cas, est d'obtenir les 60 crédits. C'est à ce prix-là que l'année sera réussie. Si maintenant vous avez raté 1 ou 2 unités d'enseignement, que vous n'avez pas tout à fait tout réussi, eh bien on vous laisse quand même la possibilité de passer en deuxième année, s'il ne reste plus que 10 crédits ou 14 crédits. Mais voilà, il y aura un prix à payer, c'est que votre programme de deuxième année sera aménagé, donc vous ne pourrez pas suivre automatiquement tous les cours de deuxième année, et vous aurez en tout cas votre PAE, votre programme annuel de l'étudiant, les cours de première année qui n'auront pas été réussis. Donc il y a 2 chiffres importants ici, c'est le chiffre de 60 que je viens de commenter, et le chiffre de 3, parce qu'il y a 3 sessions. Nous avons beaucoup d'étudiants qui... donc on peut peut-être voir ça ici. Je ne sais pas si j'ai un pointeur, je n'ai pas... Ah si, voilà. Donc en fait, dans une année complète, en fait, c'est 3 quadrimestres. Le premier quadri commence la semaine prochaine, lundi prochain, et va se dérouler jusque la Noël, puis un blocus au moment des fêtes de fin d'année. Je peux vous dire par expérience personnelle que ce n'est pas le moment le plus agréable du métier d'étudiant, d'étudier pendant que tout le monde s'amuse par ailleurs, mais enfin bon, soit le blocus donc, puis la session d'examen de janvier et une semaine de repos, puis c'est reparti pour le deuxième quadri, 8 semaines jusqu'aux vacances de Pâques. Les vacances de Pâques, là, ce sont des vacances pleines et entières, si ce n'est qu'en fait, dans les faits, c'est souvent un pré-blocus, puis 5 semaines de cours, le blocus deuxième quinzaine de mai, et la deuxième session d'examen en juin. Alors on a beaucoup d'étudiants qui en restent là en se disant « bon, j'ai pas tout réussi en janvier et en juin, peu importe, de toute façon mes cours non réussis seront reportés à l'année d'après, c'est très bien comme ça, pourquoi se fatiguer pendant les vacances ?» Bon, j'attire quand même votre attention sur le fait qu'il y a effectivement une 3e possibilité, une 3e session qui a lieu fin août, qui s'est terminée donc il y a une dizaine de jours. Et en fait, celle-ci vous permet, vous donne, c'est encore une chance d'obtenir les crédits résiduels, ceux que vous n'avez pas réussi en janvier et en juin, de façon à décrocher au bout du compte les 60 crédits. Donc le report de cours à l'année d'après n'est jamais une solution confortable, ça doit être un pis-aller. À partir du moment où on n'a pas le choix, on a vraiment systématiquement raté le cours durant les 2 ou 3 sessions ici.
mais ça ne doit pas être un objectif. Donc en aucun cas, visez vraiment, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner aujourd'hui, les 60 crédits. Alors hier, j'ai rencontré un collègue qui est conseiller en orientation, qui travaille dans une autre université. On parlait des étudiants en médecine et notamment du fait que les étudiants en médecine, bon, ceux que nous rencontrons dans notre boulot, ce sont souvent ceux qui ont des problèmes et on constate chez eux, c'est vrai dans d'autres facs aussi, un certain acharnement. Donc quand il y a des problèmes, on se dit, allez, on y va jusqu'au bout. Et lui et moi, on s'est regardés, on a pensé la même chose, on s'est dit, jusqu'au bout de quoi? Jusqu'au bout de quoi? À partir du moment où il y a des problèmes, alors c'est vrai que les études supérieures, ce n'est pas facile, les études de médecine, ce n'est pas franchement le choix le plus évident, mais donc il y aura des moments plus difficiles. Il faut se dire à ce moment-là, je vais chercher de l'aide ailleurs et je vais persévérer, il faut y aller. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut se dire, tant pis, j'ai des idées noires, ça n'a pas trop bien marché à l'examen hier, mais je continue, j'y crois quand même. Cependant, donc persévérer, ok. Mais il y a un moment donné où nous avons en face de nous des étudiants qui nous expliquent que le cours de physique de Bac 11, ils ont recommencé l'année, Bac 11, parce qu'ils n'avaient pas 30 crédits, et ils nous expliquent que le cours de physique, c'est la 6e fois qu'ils le passent et ils sont toujours calés à 8 sur 20. Bon. Alors là, à un moment donné, il faut quand même s'asseoir et se demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vraiment se dire, se répéter comme un mantra, allez, on y va, on continue, ça va marcher. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Personnellement, je ne le pense pas. Et donc, à ces étudiants-là, nous envoyons un signal, s'ils viennent nous voir, en disant, écoutez, là, ça ne va plus. Il va falloir peut-être réfléchir à une réorientation. Je vous rappelle que pour réussir des études supérieures, il faut 2 choses, un sentiment d'efficacité personnelle et un vrai projet. Alors, quelqu'un qui passe 6 fois l'examen de physique de Bac 11 et qui plafonne à 8 sur 20, je ne pense pas qu'il est très efficace. Alors, je ne sais pas quelles sont les causes, il faut qu'on en discute, elles peuvent être variées, mais clairement, il n'y a pas d'efficacité. Alors, on entend parfois dire, si on est motivé, ça va aller. Faux, ce n'est pas suffisant. La motivation, c'est un élément important. Mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est le fait qu'on peut mener les choses à bien, on peut réussir. Quand on travaille, il y a un résultat positif à un moment donné. Ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas rater à un moment donné, mais si on recommence, si on s'obstine et que ça ne va toujours pas, alors là, l'efficacité n'y est pas, il faut changer son fusil d'épaule. Alors quand j'ai en face de moi un étudiant qui galère quelque part entre Bac 2 et Bac 3, qui chaque année... sur ces 60 crédits, réussit 15, 20 crédits les bonnes années. Ben, je lui dis, c'est pas très efficace, effectivement, mais quel est votre projet? Alors il me dit, mais je suis en médecine parce que c'est un rêve d'enfant. Alors, ce que je vous dis là, je ne le dis pas directement comme ça, mais les rêves d'enfant, c'est pour les enfants. Nous, ici, on est entre adultes, et donc on ne peut pas concevoir sa vie future sur un simple rêve d'enfant. On peut avoir un rêve d'enfant, mais il faut l'avoir fait maturer, l'avoir fait atterrir, lui avoir donné de la consistance. Et donc simplement dire « je suis en médecine depuis 4 ans, ça ne va pas trop bien, mais j'y crois parce que c'est un rêve d'enfant », sorry, mais ça, ce n'est pas un vrai projet. Donc, à partir du moment où les 2 conditions ne sont pas réunies, sans doute que vous allez sentir à un moment donné un malaise. Et là, il va falloir en parler, il va falloir réfléchir. Alors, il y a moyen de réfléchir à tout ça à différents moments de l'année. Le premier moment de l'année, c'est la période entre le 15 et le 30 septembre. C'est le moment où vous pouvez encore changer d'avis. Madame Lequeux du service d'inscription, ma collègue vous en a parlé il y a un instant. Les inscriptions ne sont pas encore tout à fait boulonnées. Donc, vous pouvez encore, après 10 jours, vous dire mais en fait, là, je suis en train de comprendre que je fais une erreur. Ce n'est pas ça que je dois faire. Donc, vous pouvez encore changer votre inscription avant le 15 septembre. Notez que vous pouvez encore changer votre inscription en octobre, mais là, ce n'est pas garanti que ça va marcher. Il va falloir une autorisation de la faculté vers laquelle vous voulez aller. Et plus vous allez vous rapprocher du 30 octobre, moins les réponses seront positives. De toute façon, après 6 semaines de cours, commencer à rattraper 6 semaines de cours en changeant d'orientation, ce n'est pas du tout évident. Après 2 mois, vous pourriez tirer le constat que vous n'êtes ni efficace ni motivé.
à ce moment-là, sachez que vous pouvez vous désinscrire jusqu'au 30 novembre. C'est une décision évidemment pas évidente parce que vous allez perdre votre statut d'étudiant, d'étudiante et vous ne pourrez pas comme ça vous réinscrire ailleurs, vous l'aurez compris. Mais si vraiment les deux conditions que j'ai énoncées n'y sont plus du tout au 15 novembre, réfléchissez quand même. Venez nous voir, on en discutera parce que ce n'est pas une décision facile à prendre. Mais souvenez-vous de la DIA il y a un instant, persévérer ok, mais s'obstiner en pure perte, non. Donc si après 2 mois les conditions ne sont plus réunies, peut-être vaut-il mieux se désinscrire. Un élément important aussi, c'est avant le 15, il faut savoir qu'entre entre la session de janvier et le 15 février, en Bac 11, vous avez une liberté, c'est celle de changer encore d'inscription. Il n'y a qu'en Bac 11 qu'on peut faire ça. Et donc, si vous avez été à fond dans le premier quadri, vous avez vraiment bien étudié, et que la session de janvier n'est franchement pas bonne, il faut réfléchir, hein, comme je vous le disais, persévérer, ok, mais on réfléchit quand même, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Et peut-être que la conclusion, ce sera, il vaut mieux que je me réoriente tout de suite, c'est donc possible. Il y a 2 conditions. La première condition, c'est que vous ayez un plan B, sinon on serait orienté vers quoi? La deuxième condition, c'est que la faculté ou l'institution qui vous accueille, vers laquelle vous voulez aller au 2e quadri, accepte. Généralement, elle acceptera, mais ce n'est pas automatique. Okay. Alors souvent, j'annonce à des étudiants qui bis, qui sont un peu encore en perdition au premier quadri ici, qui viennent me voir, écoutez, voilà, refaites la session de janvier là, dans votre année bis, mais si ça ne va vraiment pas, là, il serait temps, vous me parlez d'un plan B, il serait temps d'opérationnaliser le plan B. Mais rien ne vous empêche, dans votre année 1, j'ai envie de dire, si ça ne va vraiment pas en janvier, de demander soit un changement d'inscription, soit de demander d'alléger, c'est-à-dire d'étaler votre première année sur 2 ans. Vous avez également un blocus accompagné qui s'appelle Pâques en bloc, 1 semaine à Pâques, qui est réservé aux étudiants de Bac 11. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, vous en entendrez parler, mais si ça n'a pas trop été en janvier, peut-être que votre méthode n'est pas au point, et là, ce Pâques en bloc pourrait sans doute vous aider. Donc, je parle ici d'étudiants, parce que c'est un peu mon métier, d'étudiants qui ont des difficultés en Bac 11, et ce qui me frappe quand je discute avec des étudiants qui bis, pour qui ça ne va pas, etc., je leur demande, vous vous êtes fait aider, et ils me disent non. J'ai été voir personne. Sous-entendu, je n'ose pas avouer que j'ai des problèmes. Et puis, je vois l'UNIF, c'est grand, je ne vois pas très bien à qui je pourrais m'adresser. C'est pour cette raison que nous organisons cette journée d'accueil. C'est pour que vous fassiez connaissance avec nos services, le service d'aide, mon service et la cellule de développement pédagogique. Mes collègues ici au travail, dans un atelier de réorientation, il y a 10 places disponibles. C'est difficile de remplir les 10 places. Pourtant, sur l'année, nous rencontrons des dizaines, des centaines d'étudiants qui viennent nous dire qu'ils ont des problèmes. Donc, avouer qu'on a des problèmes, s'inscrire à un atelier de réorientation, ça ne veut pas dire qu'ils vont se réinscrire, mais qu'ils vont réfléchir. Ce n'est pas évident parce qu'on s'était engagé dans un projet et puis là, ça bat un peu de l'aile, c'est dur. Alors, au CIO, nous parlons réorientation, projet, nous nous adressons aussi aux étudiants pour qui ça va bien, qui viennent chercher chez nous des infos sur les débouchés, des choix d'options, par exemple, peut-être un changement de master, qui veulent faire de la mobilité internationale, choisir des formations complémentaires. Donc j'ai mis l'accent sur, c'est vrai, les étudiants qui ont des problèmes, mais on peut ne pas avoir de problème, mais des difficultés à faire des choix dans son parcours à un moment donné. Vous allez entendre tout à l'heure également mes collègues de la cellule de développement pédagogique, la CDP, qui eux parleront méthode de travail. Donc j'ai parlé d'un problème d'efficacité à un moment donné. Là, il faut se demander, mais est-ce que mon travail est efficace? Est-ce que ma méthode est bonne? Et donc mes collègues de la CDP sont des spécialistes des questions donc de méthodologie. Ils ont des ateliers méthodologiques. Ils organisent Pâques en bloc. Vous avez peut-être participé à leur cours préparatoire aussi. Donc ils vous expliqueront tout ça tout à l'heure. Une étudiante, il y a 15 jours, qui allait rentrer en Bac 11, m'a dit « je dois réussir, sinon ça va être une catastrophe ». Et j'ai réagi en disant « mais je suis moi-même catastrophé de vous entendre dire ça », comme si on n'avait pas droit à l'erreur. L'échec n'est pas drôle, c'est pas du tout facile à vivre. Enfin bon,
rater ses études, rater une année d'études, ce n'est pas rater sa vie non plus. Hein. Donc il faut quand même raison garder, se dire à un moment donné, ok, ça n'a pas marché, mais c'est peut-être l'occasion quand même de reconsidérer mon orientation. En tout cas, il n'y a aucune raison, vraiment aucune raison que vous vous mettiez une pression de dingue au moment de commencer cette année. Je considère que les études supérieures, ça doit être une période heureuse et pas une période pleine d'angoisse et de tristesse. Si c'est le cas, malgré tout, si vous vivez des moments difficiles, vous pourrez en parler avec mes collègues, assistants sociaux et psychologues du service d'aide, mais Élise Lazeri va vous parler du service d'aide dans un instant. Je terminerai avec un point, j'étais un peu long, je m'en excuse, mais je terminerai avec le point suivant. J'ai eu beaucoup de demandes à la porte ouverte dernièrement pour le statut d'étudiant-chercheur en médecine. Donc des étudiants, enfin on a eu des discussions parfois assez longues, ils veulent soigner, mais en même temps ils veulent faire de la recherche. Bon, est-ce qu'on fait sciences biomédicales, SBIM, est-ce qu'on fait médecine, etc. Et en fait, il se fait qu'en médecine, il y a un statut d'étudiant-chercheur. Donc à partir de, je crois que c'est Bac 3, si ça a plus ou moins bien été en Bac 11, si on a eu au moins 45 crédits en Bac 11, on peut en Bac 12 faire une demande pour participer aux travaux d'une équipe de recherche de la faculté de médecine. Et ce ne sera pas uniquement en Bac, mais aussi en master. Et puis vous allez rédiger un véritable article scientifique au bout des 3 années de master. Donc ça peut être très chouette, si ça se passe bien dans vos études et que vous êtes intéressé par la recherche, de combiner à la fois le cursus normal de médecine et ce bonus en plus de participation aux travaux d'une équipe de recherche, une vraie équipe de recherche. Voilà, j'ai mis l'accent sur, c'est vrai, les étudiants en difficulté, mais je rencontre aussi, heureusement, beaucoup d'étudiants pour qui ça marche très bien, et c'est ce que je vous souhaite pour cette rentrée.